Oui, c'est un paradoxe. L'Union européenne qui est en plein doute sur son projet, les opinions publiques qui se sont exprimées lors des élections du 25 mai de 2014, ont exprimé clairement soutien à des partis qui étaient, sinon ouvertement hostiles, en tout cas très critiques vis-à-vis de la construction européenne. En France, c'est quand même le Front National qui a gagné les élections européennes, faut-il le rappeler. Mais UKIP en Grande-Bretagne, il y a une longue liste des partis populistes nationalistes qui ont exprimé ce doute. Et au même moment, vous avez une attractivité renouvelée, redoublée à la périphérie de l'Europe, à Kiev, mais aussi dans les Balkans, à Belgrade, etc. Quel est l'objectif de ces pays? Se rapprocher de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, pour eux, ils ont, je crois, trois idées sur l'Europe. La première, c'est que les voisins de ces pays, par exemple la Pologne, qui ont eu la possibilité de rentrer dans l'Union européenne, ont connu un développement spectaculaire, économique, démocratique, et aussi dans leur rôle au niveau européen. Et ça, c'est impressionnant. Hein. Quand on voit le PNB par habitant de l'Ukraine et de la Pologne en 89, il était à peu près au même niveau. Aujourd'hui, celui de la Pologne est 3 fois plus élevé, PNB par habitant. Donc, je ne dis pas que l'attrait de l'Union européenne pour les Ukrainiens, c'est seulement l'économie, mais on ne peut pas divorcer, disons, cet attrait de l'Europe de la réussite spectaculaire qu'a été l'élargissement à l'Est. Et alors ensuite, il y a l'idée que l'Europe est le meilleur instrument pour faire évoluer les institutions et les élites politiques du pays. Si vous n'arrivez pas à les contrôler par en bas, il faut essayer de les contrôler par en haut. Et ça, c'est l'Europe. Et c'est ce qu'on attend de l'Europe. Parler de l'Europe aujourd'hui en Ukraine, c'est lutter contre la corruption, c'est la séparation des pouvoirs, c'est l'état de droit. En gros, c'est ça que ça veut dire l'Europe. Quand on agite le drapeau européen, on veut dire l'état de droit, en gros. Fin de la corruption, fin de la kleptocratie. Et puis, il y a une troisième dimension qui est un choix libre d'appartenance à un ensemble politique ou géopolitique auquel on souhaite appartenir. Et ça, c'est l'idée que voilà, on préfère s'insérer dans ce cercle. On aurait voulu le faire sans provoquer un conflit avec la Russie. Mais c'est la Russie qui a provoqué ce conflit, puisqu'elle a empêché la signature de cet accord. Et l'accord avait un contenu qui était relativement modeste. Donc ça, c'est une troisième dimension. Oui, l'Ukraine est à la charnière de deux mondes, mais elle veut avoir le libre choix de son appartenance. Et plus la Russie va s'y opposer, plus l'attrait de l'Europe sera fort. Alors il y a plusieurs choses. Vu de Kiev, oui, l'Union européenne est attirante. Et oui, l'Ukraine déclare, aujourd'hui le nouveau gouvernement démocratiquement élu, son président, lui aussi récemment élu, déclarent tous les deux qu'ils ont comme objectif un jour l'appartenance à l'Union européenne. L'Union européenne, elle, a une politique de voisinage, le partenariat oriental qui vient d'être signé justement avec l'Ukraine, qui ne présente pas comme finalité l'adhésion à l'Union européenne. Donc c'est un accord d'association, de coopération qui ne prévoit pas cette hypothèse explicitement. Alors il y a des pays qui disent mais il faut changer un peu la doctrine et il faut au moins créer une ambiguïté sur la finalité de la politique de voisinage. Oui, on ne la promet pas, l'adhésion explicitement, mais on ne doit pas l'exclure non plus. Laissons évoluer la situation dans le cadre d'une coopération rapprochée avec l'Ukraine. Et s'il s'avère que dans 10-15 ans, les réformes entreprises par l'Ukraine dans le cadre de cette coopération avec l'Union européenne font de ce pays un pays démocratique, moderne, où l'état de droit fonctionne, etc., il deviendra eurocompatible et il sera très difficile de refuser sa candidature. Ça serait un peu ça l'argument, disons, de la troisième voie, la troisième option par rapport aux deux que j'avais mentionnés. Oui, il a certainement une vision
je ne sais pas si elle est à long terme, mais en tout cas, qui comprend plusieurs éléments, qui comprend d'abord l'idée que la Russie doit rétablir son influence dans son voisinage immédiat, dans les territoires qui appartenaient auparavant à l'Union soviétique, qui faisaient partie de l'Union soviétique. Donc, en gros, restaurer l'influence, ces pays comme zone d'influence de la Russie dans le voisinage immédiat. Eux, ils appellent ça l'étranger proche. Voilà. L'étranger proche deviendrait encore plus proche. Ça, c'est un élément. Deuxième élément là-dedans, c'est on le fait au nom de la protection des russophones dans les pays voisins. Et ça, c'est plus un prétexte qu'autre chose. Ça, c'est véritablement, j'allais dire, la justification de l'emploi de la force. Et puis, alors, il y a aussi cette idée civilisationnelle que la Russie est une civilisation à part et eurasienne, entre l'Europe et l'Asie, et qu'elle a une vocation impériale. L'eurasisme et sa nouvelle idéologie, la religion orthodoxe, les valeurs chrétiennes, conservatrices doivent être le fondement d'un tel projet, et que c'est ça qui doit rassembler la Russie et ses partenaires immédiats face à une Europe occidentale jugée décadente, faible, en perte de repères et de valeurs. Et donc il y a là une dimension, disons, qui joue sur le conflit de civilisation. On avait entendu parler du conflit de civilisation par Huntington. Poutine nous donne sa version du conflit de civilisation.